je donne le micro. Alors, vous êtes directeur de la communication et des écoles pour Campus France. Je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse ce que c'est exactement Campus France. Peut-être que vous pouvez nous rappeler les missions qui ont été données à Campus France lors de sa création, qui doit remonter à 2010, de mémoire. Oui, tout à fait. Alors Campus France, c'est assez simple, c'est une agence d'attractivité. Vous avez Business France pour les entreprises, Atout France pour le tourisme et Campus France pour l'enseignement supérieur. C'est une agence gouvernementale, un opérateur sous la tutelle des ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc on a deux par an et on fonctionne en collaboration très forte à la fois avec les ambassades, les postes diplomatiques et les services culturels des ambassades dans le monde entier, puisqu'on a 256 espaces Campus France dans le monde, dans 126 pays, et en même temps avec les établissements, puisqu'il y a un forum Campus France qui va regrouper 376 établissements, dont le SCP, dont PSL et les établissements de PSL également, dont Brest Business School. Enfin, l'ensemble des grandes institutions, des grands établissements français font partie du Forum Campus France qu'anime donc l'agence. D'accord. Les missions, elles sont finalement assez simples. Elles résultent de l'histoire de Campus France. Ça a été créé en 2010, mais c'est issu de la fusion de 3 établissements. Une agence qui s'appelait déjà Campus France, qui faisait de la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Donc c'est toujours une des grandes missions, c'est de faire la promotion du système et de tous les établissements membres du Forum à l'étranger. La deuxième grande mission, c'est la gestion des bourses. Le ministère des Affaires étrangères en particulier donne en gros 10 000 bourses par an, dont la gestion est assurée par Campus France. Et on gère également les bourses des gouvernements étrangers. Je ne sais pas, l'Angola, le Gabon, le Mexique, le Pakistan, etc. vont donner de l'argent à leurs boursiers. Et ces boursiers, ils sont gérés par Campus France, qui va les accompagner dans leur accueil en France et dans leur scolarité. D'accord. Troisième mission, c'est celle de favoriser l'accueil des étudiants internationaux en lien avec les établissements. Et on va souvent aider à la fois établissements, mais aussi collectivités locales, villes, départements, régions, à mettre en place des structures d'accueil. Et enfin, la quatrième et dernière mission, c'est celle d'avoir un rôle un peu d'observatoire de la mobilité étudiante. Oui. Donc ça, c'est les études que je dirige également. C'est finalement qui vient en France, pourquoi ils viennent, quelles statistiques on peut faire, quels chiffres, quelle compréhension de la mobilité on peut avoir, ce qui va aider derrière les établissements à mieux élaborer leur politique internationale. Très bien. Et donc, on a entendu parler d'un programme qui s'appelle Choose France. Du coup, vous vous inscrivez comment dans ce programme ? C'est vous qui le portez ou vous êtes une des pièces du programme ? Alors, Choose France / Bienvenue en France, ça va dépendre de la partie du monde dans laquelle on est. Oui, c'est un programme gouvernemental qui a été lancé par le Premier ministre en 2018 et qui est porté par le MAE et par le MESRI, donc par les 2 ministères. Et nous, on est finalement le principal opérateur qui va porter ce programme. Mais pour le comprendre, il faut un peu avoir une vision du contexte. Bienvenue en France, c'est une stratégie d'attractivité de la France à l'international. Donc ça a été lancé par le Premier ministre. Et ça s'appuie sur deux constats. Le premier qui est un constat que l'enseignement supérieur, c'est un monde dans lequel les établissements sont en compétition les uns avec les autres. Et que la compétition, elle est faite pour attirer les étudiants, elle est faite pour attirer les chercheurs, pour attirer des financements, que ce soit au niveau français, alors on parlait des IDEX, l'ABEX, Equipex, etc., mais aussi au niveau européen. Et donc, voilà, il y a pour émerger dans cette compétition, il faut mettre en valeur ses atouts. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième élément, c'est, si on regarde les chiffres de l'accueil des étudiants, on voit que la France augmente, accueille toujours plus d'étudiants internationaux, mais augmente moins vite que les autres. D'accord. En gros, nous sommes maintenant le 5e pays d'accueil des étudiants internationaux. Si j'en juge par les chiffres UNESCO, qui sont les seuls chiffres qui font foi parce qu'ils sont communs à tous les pays du monde, on accueille 250 000 étudiants internationaux qui viennent en France pour obtenir un diplôme. 250 000 en stock. En gros, 100 000 en flux par an. Ça fait de nous le 5e. Le premier sont les États-Unis, ils sont en gros 900 000. Le second, Royaume-Uni, 450 000.
Le troisième, Australie, qui nous est passé devant au milieu des années 2000. 380 000, je crois. 350, 380. Le quatrième, l'Allemagne, qui nous est passé devant cette année. Qui vraiment à 300 près. Donc on est coude à coude avec l'Allemagne et on reste, enfin on est cinquième. Le sixième c'est la Russie. Après septième, je ne sais plus. Mais bon, bref, toujours est-il qu'on augmente, mais on augmente moins vite que les autres. Ça, ce sont les premiers concurrents, qui sont des concurrents naturels et qui développent tous des stratégies d'attractivité. Vous prenez les Anglais, ils ont des stratégies de communication, de marketing, vous avez des universités qui ont de stratégies de marque très fortes. Les États-Unis, j'en parle pas. L'Allemagne également va prioriser certains pays et va lancer toutes ses forces dans la bataille. Alors ça va être le Cameroun par exemple, ça va être la Chine, l'Inde. Et enfin, on a des concurrents qui émergent et qui sont pour nous assez problématiques, puisque ce ne sont pas des concurrents amis comme l'Allemagne, mais ce sont des concurrents qui proposent des modèles d'enseignement supérieur très différents du nôtre. Par exemple, l'Arabie Saoudite. En 5 ans, l'Arabie Saoudite, vous avez 3 fois plus d'étudiants étrangers qui arrivent en Arabie Saoudite. Et ils ont augmenté de 180%. La Turquie, pareil, 185% d'augmentation en 5 ans. Donc ils restent plus bas que nous, mais il y a un trend qui est très très fort et qui, géopolitiquement parlant, est compliqué. C'est-à-dire que si vous êtes un étudiant de Mauritanie, d'Érythrée, du Mali, allez étudier en Arabie Saoudite où vous aurez des bourses, ou en Turquie, vous n'allez pas ressortir avec la même éducation et vision du monde que si vous venez en France. Donc il y a une vraie question d'influence française, en particulier en Afrique, mais aussi en Asie, pour contrer ces nouveaux rivaux. Sur le soft power, en fait, c'est des questions de soft power. Et du coup, comme vous êtes directeur des études, j'imagine que vous connaissez bien les profils et les choix des étudiants. Comment est-ce qu'un étudiant aujourd'hui choisit, et pourquoi choisit la France? Est-ce que vous avez des éléments à nous donner sur l'attractivité de la France par rapport à un autre pays? Prenons un ami, à l'Allemagne. Oui. Alors, un étudiant va choisir la France. Généralement, l'étudiant qui choisit la France, pour l'instant, il vient d'Afrique. 25% d'Afrique du Nord et 21% d'Afrique subsaharienne. Donc on a en France une très forte proportion d'étudiants qui viennent d'Afrique pour des raisons historiques, culturelles, linguistiques, etc. À 20%, ils viennent d'Europe et le reste, 20% d'Asie et le reste des Amériques. Généralement, ils choisissent la France pour plusieurs raisons. Enfin, traditionnellement, ils choisissent la France pour des raisons liées à l'attractivité française dans leur pays d'origine. Vous voyez, vous êtes un étudiant camerounais, vous venez en France parce que vous parlez français, parce qu'il y a des formations de très bonne qualité et parce que vous avez un emploi, généralement, quand vous revenez, soit si vous restez en France, soit quand vous revenez dans votre pays d'origine. Donc ça, sont des points assez forts. Après, nous, ce qu'on essaie de pousser, c'est de se tourner vers des étudiants hors de ce champ-là. C'est-à-dire vers des étudiants indiens, vers des étudiants chinois, vers des étudiants singapouriens, mexicains, brésiliens, indonésiens, etc., qui, eux, vont être dans un monde, disons, plus compétitif parce qu'ils vont voir la France, c'est un pays parmi d'autres, finalement. Et donc, vont regarder un établissement ou un autre, vont peut-être se dire, tiens, je vais aller à PSL, tiens, je vais aller à Sciences Po, tiens, je vais aller à Brest. Et en fonction de des curricula proposés par les établissements, en fonction de leur appétence pour le pays, je sais plus qui, je crois que c'était Nelly qui disait que finalement, quand il y a un bon diplôme en mathématiques à Helsinki, peut-être qu'on a plutôt envie de faire un bon diplôme en France parce que la qualité de vie est meilleure. Enfin, en tout cas, le temps est meilleur. Voilà, tout ça fait que ces étudiants, on doit les attirer en leur proposant, et en aidant les établissements aussi, des formations, des curricula, des diplômes qui soient à la fois adaptés, qui sont parfois en anglais. L'anglais, c'est une des manières d'attirer vers la francophonie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte d'une vision d'une francophonie exclusive, parce que beaucoup d'établissements en sont sortis, hein, mais, et de voir l'anglais, les curricula en anglais, comme une manière d'attirer des étudiants qui ne seraient pas venus en France et qui, par ce biais, vont apprendre aussi le français. D'accord, très bien.
Et j'ai une question sur la géopolitique, parce que vous avez parlé du fait d'influence de soft power. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui se passent. Il y a les rapports entre les États-Unis et la Chine qui sont refroidis, on va dire, commercialement, et qui a un impact sur les MBA, les choix d'MBA, les étudiants qui viennent faire. Et après, il y a cette question du Brexit. Est-ce que vous, avec ces questions-là, vous arrivez, on va le dire, à transformer l'attractivité de la France? Est-ce que vous allez voir ces populations qui finalement vont être... les Chinois vont avoir plus de regard, peut-être qu'ils auront moins facilement aux États-Unis, donc ils vont moins regarder. Est-ce que vous jouez aussi sur ces questions de géopolitique pour l'attractivité ? Ah oui, les questions d'attractivité, c'est des questions de rivalité entre États. Un étudiant international, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un étudiant international, c'est un étudiant qui va rapporter à la France dans de multiples domaines. Ça va rapporter aux établissements, souvent... C'est bête à dire, mais financièrement, alors pas aux universités publiques pour l'instant parce que le coût des études est pris en charge par l'État, mais les universités, les écoles de commerce, par exemple, vont gagner de l'argent en accueillant des étudiants internationaux. Donc elles vont en chercher davantage. Et ça va rapporter au territoire. On avait calculé qu'un étudiant, ça dépense en moyenne 14 000 € par an, en logement, en loisirs, en nourriture, etc. Donc c'est de l'argent qui rentre, et ça va faire un total de 4,5 milliards par an, pour une dépense globale de 3 milliards. Donc il y a un net de 1,5 milliard généré par les étudiants étrangers. C'est pareil, économiquement c'est important. Et après il y a toutes les bienfaits, si je puis dire, des relations qui se créent entre alumni, avec les alumni qui deviennent des ambassadeurs, qui s'y rendent chez eux, ils vont sans doute acheter davantage français, ils vont s'y travailler dans des entreprises, ils vont penser davantage aux entreprises françaises. S'ils restent en France, ils vont intégrer, souvent comme c'est des gens très qualifiés, ils vont intégrer des grands groupes et contribuer à la croissance française. Et je ne parle pas là de tous les avantages en termes de soft power, c'est-à-dire que les étudiants étrangers, internationaux, en mobilité, c'est une toute petite élite. Vous savez, 220 millions d'étudiants dans le monde et 5 millions d'étudiants en mobilité. Donc c'est une toute petite élite qui, une fois rentrée chez elle, va forcément prendre des postes de responsabilité en entreprise, en administration, en politique, etc. Donc si vous avez des liens avec ces étudiants, si ces étudiants ils parlent français, ils comprennent comment ça marche, le système français, la France, etc. Et voilà. Forcément, vous maintenez, vous développez une influence, ce qui fait que tous les États se battent pour accueillir des étudiants internationaux. C'est pour ça que j'avais commencé par mes chiffres sur l'attractivité, parce que c'est vraiment important pour nous d'en avoir davantage. Et c'était tout l'objectif du plan Bienvenue en France, Choose France, d'essayer de passer de 250 à 500 000 étudiants internationaux d'ici 2027. Et pour ce faire, de développer, d'améliorer l'accueil des étudiants internationaux dans des établissements, en particulier les grandes universités publiques, de faciliter, simplifier les procédures administratives, visa, titre de séjour, etc., qui sont souvent un parcours du combattant pour les étudiants, de créer également des cursus, ce qu'on appelle des campus délocalisés, particulièrement en Afrique. Donc là, c'est le MAE puis l'AFD qui sont en train de mettre 20 millions d'euros par an pour aider les établissements, certains établissements qui ont gagné des appels d'offres, à établir des campus délocalisés en Afrique, en partenariat avec des universités africaines et qui répondent à des besoins spécifiques des pays. Alors, il peut y en avoir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Tunisie, etc. Et enfin, le dernier point de cette stratégie, c'était de mettre en place une grande campagne de communication sur l'enseignement supérieur français. Et paradoxalement, c'est la première fois qu'on fait une campagne de communication mondiale pour dire aux étudiants « venez en France ». C'est-à-dire qu'il y avait des petits isolats de communication avant, mais il n'y avait jamais eu de campagne intégrée, globale, qu'on est en train de mener et qu'on est en train de lancer dans une centaine de pays. D'accord, très bien. Et pour conclure sur un peu de prospective, ou en tout cas des mutations, est-ce que vous voyez que la mobilité internationale des étudiants est en train de changer ? Est-ce qu'il y a des nouveaux profils qui se dégagent ? Est-ce que finalement il y a aussi, parce qu'il y a la formation continue, alors je ne sais pas si ça rentre dans votre champ, mais est-ce que ces étudiants, leur façon de choisir, de bouger, d'avoir des envies, changent ? Alors oui, ça change, les étudiants changent tout le temps. Déjà, il y a une immédiateté une facilité des échanges qui est beaucoup plus grande maintenant qu'avant. Si vous regardez les reportages ou les archives sur les premiers échanges Erasmus, voilà, ils se voyaient comme des pionniers. Ils allaient passer 6 mois ou 1 an aux Pays-Bas et c'était un monde nouveau qui s'ouvrait.
on entrait quasiment dans l'inconnu. Maintenant, un étudiant de l'ESCP qui va à Amsterdam, on va lui dire vraiment, tu vas à côté, tu découvres pas le monde, etc. Donc il y a une facilitation des échanges qui fait que chez beaucoup, ça devient très naturel à la fois de partir à l'étranger, mais également de partir à l'étranger pour un diplôme. Pas seulement pour un échange, mais aussi pour un diplôme. D'ailleurs, il y a de plus en plus de Français, il y a plus 50% de Français qui partent à l'étranger depuis 5 ans pour avoir un diplôme. Surtout au Canada, en Suisse, mais on a un vrai mouvement. Mais ce mouvement, il s'accompagne d'une polarisation plus grande des étudiants. C'est-à-dire que vous avez une petite élite d'étudiants très mondialisés qui vont faire des échanges, qui vont multiplier les diplômes. Ouais. Donc vous avez un double diplôme entre la France et les États-Unis, ensuite vous partez faire un diplôme en Australie. Donc vous avez finalement trois pays et vous êtes très bankable sur le marché du travail. Mais ça reste le fait d'une toute petite minorité. Ouais. Et de l'autre côté, vous avez beaucoup d'étudiants qui restent en France et qui ne partent pas assez, qui ne profitent pas assez soit des programmes Erasmus des universités, soit même parce qu'ils sont dans le cadre de formation professionnelle, ne partent pas assez. Et ça, c'est l'ambition nouvelle de l'Europe, pour le coup de la Commission européenne et du programme Erasmus, de développer davantage des mobilités sortantes et des mobilités de stage, y compris dans les formations professionnelles. L'idée, c'est que on s'enrichit beaucoup intellectuellement, personnellement, à partir à l'étranger, que ça soit pour 3 semaines, 6 mois ou 1 an, mais voilà, il y a un vrai apport. Et cet apport, il ne doit pas être limité à ceux qui font des masters, mais il doit être vraiment également être pour ceux qui font des BTS, ceux qui font des licences professionnelles, etc. Et plus généralisé. Voilà. Et c'est ça qui est important, je pense, dans les échanges, c'est que ça ne soit pas réservé à une petite élite qui peut se le permettre, parce qu'elle a de l'argent, elle a des contacts, elle a un capital culturel, mais qu'elle soit davantage étendue à l'ensemble des couches de la société. Une ouverture internationale plus globale sur tous les sens du terme, aussi bien société que d'un point de vue géographique. Est-ce que vous avez des questions sur ces sujets que sont l'international, la mobilité internationale, les étudiants internationaux ? Non, on va conclure comme ça. Là. Merci beaucoup. Merci Laurent Bonaventure d'être venu nous parler.